Qui se souvient de l'année 1989 ? Allez, encore plus difficile. Lequel d'entre vous saurait me dire ce qui s'est passé précisément le dimanche 14 mai de cette année-là ? Bon, je vous avoue que si on m'avait posé la question, j'aurais fait la même tête que vous. Pourtant, un homme en particulier se souvient encore sans le moindre doute de cette belle journée ensoleillée. Et si vous lui demandez pourquoi cette date est si importante, il vous répondra certainement ceci. Elle a marqué le point de départ d'une traque infernale. Au premier sens du terme, une chasse à l'homme qui, loin des premières théories, le mènera sur les pas de l'un des pires tueurs en série que la France ait jamais connu. Un monstre qui tue au hasard de ses rencontres et qui, depuis plusieurs années déjà, sème la mort partout autour de lui. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement de son parcours sanglant dont je vais vous parler. C'est surtout une plongée en apnée au cœur de l'enquête. Le récit d'un duel qui a marqué l'histoire entre un assassin indéchiffrable et un jeune gendarme plus qu'obstiné. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête où le mot erreur pourrait devenir l'étendard des autorités françaises. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Rapidement, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, moi ça m'aide beaucoup, et puis comme ça vous ne raterez pas la suite des contenus, je vous remercie. La plage du Moulin Blanc dans le Finistère s'étend sur environ 1 km. Elle est à cheval entre la ville de Brest et le Relecq-Kerhuon, une commune de taille plus modeste. C'est un lieu paisible, agréable et calme, que beaucoup de Brestois et de vacanciers apprécient notamment pour son accès facile, ainsi que les nombreux bars et restaurants qui l'abordent. Bon, les Brestois sont plus là pour les bars, on va pas se mentir. Mais en même temps, ça se comprend, quand tu vois plus ton patron que le soleil dans l'année. Enfin, quelle que soit la saison, les promeneurs côtoient les nageurs courageux et les visiteurs de passage. En fait, il est rare de ne croiser personne sur cette étendue de sable, encore plus à l'occasion d'un si beau dimanche de printemps. Absolument personne n'oserait imaginer qu'un meurtre puisse être commis en plein après-midi dans ce lieu si fréquenté. Pourtant, ce 14 mai à 17h10, un message urgent est transmis à la section de recherche de Rennes. Il apparaît sur Telex, une sorte de téléimprimeur de l'époque relié au réseau téléphonique. Le mot informe les gendarmes de la section de recherche que quelqu'un vient d'être tué sur la plage du Moulin Blanc. Jean-François Abgral, un sous-officier de gendarmerie tout juste trentenaire et originaire de la région, fait partie de l'équipe d'astreinte ce week-end-là. Il prend connaissance de la situation, résumée en quelques mots. Des promeneurs sont tombés sur le corps sans vie d'une certaine Aline Pérez sur la plage. Cette aide-soignante de 49 ans aurait été tuée de plusieurs coups de couteau. La nouvelle est fracassante. Jean-François connaît très bien le coin pour avoir vécu juste à côté pendant 5 ans. Il se demande qui oserait commettre un meurtre de sang-froid sur la plage, devant des dizaines de témoins potentiels et en pleine journée, qui plus est. Ça paraît impensable. Comme la section de recherche de Rennes traite la majorité des cas d'homicide de la région, il sait d'avance qu'il a de grandes chances de prendre la tête de l'enquête. Et n'attend donc pas son reste pour se rendre sur place. 200 km plus tard, le voici enfin sur la fameuse bande de plage qui relie Brest au Relecq-Kerhuon. Il constate par ailleurs que ses collègues de la commune voisine l'ont devancé. Il est 18h50. Un peu moins de 2 heures se sont écoulées depuis qu'il a reçu le téléx. Malgré la présence des forces de l'ordre, il craint déjà que les premiers indices aient pu s'envoler. Et effectivement, ces craintes se confirment rapidement. Non loin du corps de la victime, un gendarme passe sur les traces d'un lieu de lutte évident, sans y prêter la moindre attention. La scène de crime est déjà souillée. Mais le manque de professionnalisme et les premiers loupés ne s'arrêtent pas là. Le sous-officier aperçoit au loin plusieurs personnes quittant la plage avant même d'avoir été identifiées. Il pourrait pourtant s'agir de témoins capitaux. Ou pire encore, il prend sur lui et inspire un grand coup en se rappelant que ceux qui sont arrivés en premier sur les lieux étaient plutôt derniers au concours de gendarmerie. Cette enquête s'annonce pour le moins compliquée. D'ailleurs, les premiers éléments qu'il relève sur le corps d'Aline le rendent tout aussi perplexe que le contexte. En l'observant de plus près, il a le sentiment d'une explosion de violence incompréhensible pendant un moment de repos. Comme si cette femme d'une 50aine d'années avait été attaquée par surprise. Et très brusquement alors qu'elle lézardait au soleil. Ses affaires se trouvent encore posées à quelques mètres d'elle, près des rochers. Elle est allongée sur le dos, parallèle à l'océan.
Et détail qui a son importance, le haut de son corps est dénudé. Visiblement, plusieurs coups de couteau lui ont été portés à la base des reins et au niveau du cœur, si profondément que la garde de l'arme est encore gravée sur sa peau. Mais le coup qui lui a probablement été fatal est celui qu'elle a reçu à la gorge. Elle a été tranchée très nettement jusqu'à l'arrière de l'oreille, laissant apparaître une plaie béante. En fait, plus qu'un meurtre brutal, tout ça ressemble à une exécution. Chaque coup de couteau a été porté avec une précision extrême, ce qui traduit une certaine expérience de la part du tueur, et surtout, une volonté de ne pas manquer la mise à mort. Et ça, c'est vraiment pas bon. Le crime est particulièrement choquant et incompréhensible, même pour les gendarmes qui peinent à trouver une explication plausible à cette attaque inconcevable. Malgré ça, un lieutenant chargé d'organiser le début de l'enquête s'est déjà fait son propre avis sur la question. Il s'empresse donc d'exposer sa théorie au sous-officier venu de Rennes, expliquant que l'aide-soignante a été agressée de dos et qu'elle a rampé pour tenter de fuir. Ah, et puis, tant qu'à faire, il peut même préciser l'ordre dans lequel elle a reçu les coups de couteau. En réalité, rien n'est sûr tant que le médecin légiste n'a pas réalisé son expertise. Mais pour le lieutenant, tout ce qui compte est de rendre un rapport à sa hiérarchie au plus vite et d'arrêter l'assassin dans la foulée. Malheureusement, c'est souvent comme ça qu'on prend de dangereux raccourcis et que l'on commet des erreurs. Jean-François Abgral, lui, n'a pas envie de précipiter les choses et de tirer des conclusions hâtives. Il tente donc de calmer un peu les ardeurs de la vingtaine d'enquêteurs mobilisés sur cette affaire, tout en commençant à répartir les équipes chargées d'aller recueillir les témoignages de chaque habitant. Il n'est pas du genre à bâcler ses enquêtes pour faire plaisir à ses supérieurs. Chaque piste est ainsi explorée. On demande la liste des derniers détenus libérés de prison, des blessés arrivés ces dernières heures dans les hôpitaux, et on interrompt le ramassage des poubelles aux abords de la plage pour avoir le temps d'en fouiller le contenu. Mais c'est sur les témoignages des personnes présentes à la plage, cet après-midi-là, que reposent tous les espoirs du gendarme. Il refuse de croire que personne d'autre n'était présent sur cette plage par ce dimanche après-midi ensoleillé. D'ailleurs, le nombre d'auditions qui commence à s'accumuler prouve bien que l'endroit était loin d'être désert. Il réalise même un test grandeur nature, en se plaçant à l'endroit où se tenait la victime avec un petit Mr Freeze goût bleu. C'est quand j'ai appris que les bleus étaient à la framboise, j'ai arrêté d'en manger. Bref, le gendarme crie alors de toutes ses forces pour tenter de reproduire les probables appels au secours de l'aide-soignante. Sauf qu'il s'avère que le roulement des vagues dans son dos et le passage des voitures sur la route, située juste au-dessus, couvrent le son de sa voix. Il se pourrait que personne n'ait entendu Aline. Seulement pour ce qui est de ne pas la voir, c'est tout autre chose. Le témoignage d'un Brestois va justement abonder en ce sens. Il affirme avoir croisé la quadragénaire installée sur sa serviette à 17 heures précises. Il l'a saluée, puis s'est détourné pour écouter les commentaires d'une course de chevaux à la radio. Mais avant ça, il a tout de même eu le temps d'apercevoir 2 hommes se diriger vers elle. Comme il avait le soleil dans les yeux, tout ce dont il se souvient, c'est qu'ils étaient mal habillés. Après quoi, il a changé de direction. Pour Jean-François Abgral, il s'agit d'un témoignage capital. Tout d'abord, il permet de déterminer l'heure du crime. Comme Aline a été aperçue vivante à 17h et que l'appel au secours a été passé à 17h04, ça signifie qu'elle a été tuée dans ce très court laps de temps. En attendant d'en savoir plus, 2 autres enquêteurs, avec des bons résultats au concours, arrivent de Rennes pour prêter main forte aux gendarmes. Ils ont pour mission de décortiquer la vie d'Aline dans ses moindres détails et retracer son emploi du temps au jour le jour. Sa voiture est aussi analysée dans tous les recoins par le CARM, un laboratoire privé de Brest. Des micro-prélèvements sont effectués, mais ils n'aboutissent à rien. Pas plus que l'enquête concernant la vie privée de la victime, à qui on ne connaissait aucun ennemi et pas de problème particulier. Comme souvent dans ce genre de cas, c'est l'autopsie qui va permettre d'en apprendre davantage sur le profil du tueur. Elle est réalisée 2 jours après le meurtre à l'Institut médico-légal de Kerfotras, toujours à Brest. Par contre, il assure que la plaie à la gorge, aussi impressionnante soit-elle, ne lui a pas été fatale. Ce n'est que lorsque la lame a traversé le cœur d'Aline que celle-ci a succombé. À ce sujet, l'expert note quelque chose de très intéressant. L'arme du crime semble être un petit couteau très tranchant. Et selon l'aspect des blessures, sa lame est ébréchée. Mieux encore, des prélèvements sont effectués dans les blessures. De microparticules de métal s'y sont logées au moment où la quadragénaire a été poignardée. Analysées, elles permettent d'affirmer sans le moindre doute que la lame est constituée uniquement de fer.
Ces indications, plus que précieuses, vont être d'une grande aide pour la suite de l'enquête. Je vous le dirai pas sinon. Avant de conclure, le médecin légiste précise une dernière chose. Le tueur a effectué une prise assez étrange pour maîtriser sa victime. C'est ce que démontrent les 3 petites traces d'ongles laissées sur le cou de l'aide-soignante. Si, comme il le pense, ce sont bien les doigts du meurtrier qui ont laissé ces marques, ça voudrait dire qu'il a saisi Aline de face, en posant sa main gauche sous son menton, tout en utilisant sa main droite pour lui enfoncer le couteau dans la gorge. C'est assez difficile à reproduire dans un schéma mental, et à juste titre. Jean-François Abgral n'a encore jamais vu quelqu'un opérer un geste aussi inhabituel. Ça peut vouloir dire que le tueur de la plage du Moulin Blanc est un criminel à part. L'autopsie terminée, le militaire se rend au plus vite chez un armurier de la ville pour lui demander un avis éclairé sur le type d'arme à rechercher. Le verdict du professionnel est sans appel. Les seules lames de fer que l'on peut retrouver sur le marché, et qui s'avèrent aussi tranchantes qu'une lame de rasoir, sont celles des Opinel. Pas mal, non? C'est français. Et je parle du couteau, hein, pas du tueur. Sauf que le problème, c'est que c'est aussi l'un des couteaux les plus répandus. Tout l'enjeu est donc de retrouver une arme capable de laisser la même imperfection que celle qui a tué Aline, ce qui devrait mener tout droit à son propriétaire. Après avoir entendu et enregistré des centaines de témoignages d'habitants du Relecq-Kerhuon et de Brest, le sous-officier et son équipe décident d'auditionner les promeneurs qui ont découvert le corps et alerté les secours. Il s'agit d'une femme d'une 50aine d'années et de ses 2 enfants. Ils expliquent qu'ils sont allés se balader sur la pointe des Sables Rouges, un petit promontoire rocheux situé un peu plus à l'est de la plage. Il était alors 16h45. En continuant leur promenade, ils se sont rapprochés de l'endroit où s'était installée l'aide-soignante, seule. Le fils, âgé de 20 ans, se souvient l'avoir vue en train de bronzer à l'abri des regards, près des rochers. Il confirme qu'à ce moment, il a aperçu un homme, un peu plus loin, en train d'écouter son poste de radio. C'est le premier témoin qui avait déclaré suivre une course hippique. Le jeune homme continue son récit. Les images défilent dans ses yeux comme si tout ça ne s'était passé que quelques minutes plus tôt. Il sent que quelque chose cloche avec cette dame. Elle est allongée un peu bizarrement, dans un sens inhabituel pour une séance de bronzage. Sa mère, sa sœur et lui échangent le même regard perplexe. Il décide de s'approcher et tombe sur le corps sans vie et ensanglanté de la pauvre Aline. La minute qui suit, ils alertent les secours à partir de la cabine téléphonique la plus proche. Il ne fait aucune mention des 2 hommes que le premier témoin dit avoir aperçus. Ce qui, en ce sens, ne fait pas plus progresser l'enquête que ça. Sauf que Jean-François ne baisse pas les bras pour autant. En effet, la plage du Moulin Blanc a aussi la réputation un peu moins reluisante d'être fréquentée par des toxicomanes et des sans-abri. Ça pourrait correspondre à ces hommes mystérieux, décrits comme mal habillés par le premier témoin. En plus, il se trouve justement que ce squat est du côté de la plage où se reposait Aline avant d'être brutalement attaquée. Les marginaux que le sous-officier et son coéquipier rencontrent sont pour la plupart des exhibitionnistes, des détraqués sexuels ou des toxicomanes. Attendez, ils ont aussi la gare du Nord au Relecq-Kerhuon ? Bon, sans surprise, aucun d'entre eux ne peut, ou ne souhaite, aider les gendarmes dans leur enquête. C'est aussi le cas dans le foyer Emmaüs situé au Relecq-Kerhuon. Les sans-domicile qui sont hébergés là-bas font partie de ceux que l'on voit le plus fréquemment dans la zone du Moulin Blanc. Sauf qu'au moment où l'on vient les interroger, surprise, les résidents ne sont plus qu'au nombre de 2. Dès qu'ils ont appris la nouvelle du meurtre, la plupart d'entre eux se sont empressés de prendre le large, craignant d'être considérés d'office comme des suspects. Mais le coupable, aussi, aurait eu toutes les raisons de partir sans se retourner. Alors, même si retrouver toutes ces personnes évanouies dans la nature ne sera pas une mince affaire, les militaires décident de tenter leur chance. D'autant que Jean-François Abgral vient d'apprendre une nouvelle intéressante. L'après-midi du crime, vers 16h30, une altercation a éclaté entre plusieurs résidents du foyer, au point où certains d'entre eux ont dû sortir pour se calmer. Il ne peut s'empêcher de faire le lien entre l'horaire, proche de celui du meurtre de l'aide-soignante, et le contexte. Un ou plusieurs individus qui partent se détendre les nerfs après une violente dispute. Et si Aline, la victime, s'était tout simplement trouvée au mauvais endroit au mauvais moment ? C'est une piste à explorer. Les enquêteurs lancent un peu comme une bouteille à la mer un avis de recherche nationale. Grâce au registre du foyer Emmaüs, ils ont en effet les noms de tous les résidents.
ce qui est déjà un bon départ. Le problème, c'est qu'il faut parfois attendre des semaines, voire des mois, avant d'avoir les premiers retours. Alors, tandis que les jours s'écoulent, les équipes de gendarmerie se concentrent sur d'autres pistes. Seulement, l'une après l'autre, elles finissent toutes dans des impasses. Un mois plus tard, le découragement commence à se faire sentir dans les rangs. L'enquête piétine, s'enlise, et certains se mettent à penser que l'assassin de la quadragénaire ne sera sûrement jamais retrouvé. Sauf que le 19 juin, un appel téléphonique va complètement relancer la machine. C'est une autre brigade, basée dans la Manche, qui contacte leurs collègues bretons. Ils viennent d'appréhender l'un des résidents du foyer Emmaüs du Relecq-Quirion, dont le nom figurait sur l'avis de recherche transmis à tous les services de gendarmerie. Le sous-officier Abgral, qui a pris la direction de l'enquête, sait qu'il n'a que peu de temps devant lui, car son suspect a été placé en garde à vue il y a déjà plusieurs heures de ça. Et il ne peut être retenu au poste plus de 48 heures. Lorsqu'il arrive enfin à Saint-Clair-sur-l'Aile, la commune en question, plus de 5 heures se sont déjà écoulées. L'homme qu'il est venu rencontrer patiente dans l'un des bureaux de la gendarmerie. Et tout de suite, l'enquêteur brestois est frappé par son apparence peu commune. Grand, très grand même. Il doit bien frôler le mètre 90, presque 2 fois la taille du cogiteur quand même. Sa maigreur, ses cheveux courts et raides, ses lunettes, son dos voûté, mais surtout sa façon de grimacer en se pinçant les lèvres, lui donne presque l'allure d'un vieil homme. Pourtant, il a exactement le même âge que lui, 30 ans. Mais au-delà de ce physique particulier, c'est l'attitude de ce personnage visiblement cabossé par la vie qui frappe Jean-François, tendu, le visage crispé. Il harponne son interlocuteur de ses petits yeux vifs et perçants, et ne s'en détourne plus. L'intensité de ce regard donne des sueurs froides au sous-officier. Mais il se reprend, en tentant de ne rien laisser paraître. L'homme qui est assis en face de lui se présente. Il s'appelle Francis Holm, contrôlé sans ticket de transport alors qu'il prenait le train. Il est descendu avant d'atteindre sa destination et faisait du stop dans la commune. C'est par hasard que les forces de l'ordre sont tombées sur lui. D'ailleurs, il ne comprend pas pourquoi on le retient ici, d'où sa fébrilité. On dirait un peu le début du film Rambo, non ? Quand il se fait emmerder par le flic au début, là. J'espère que ça finit pas pareil. Bon, malgré cette arrestation, il accepte de répondre aux questions du gendarme, qui prend soin de s'adresser à lui poliment et sans pression, pour faire baisser quelque peu la tension dans la pièce. C'est pour la même raison que le militaire n'en vient pas directement au but de sa visite. Il préfère d'abord demander à Francis Holm de lui parler de lui et de son parcours, comme c'est souvent de coutume dans ce genre d'interrogatoire. Le trentenaire confirme qu'il est sans abri et qu'il vivote de ville en ville grâce au foyer Emmaüs qu'il héberge. Il ne travaille pas et ne conduit pas non plus. Naturellement, trop peut-être, il enchaîne en parlant de son enfance à Metz, où il est né. Mentionne son père violent, sa sœur, puis sa mère décédée, 5 ans plus tôt. Dans sa lancée, il précise qu'à 18 ans, il s'est engagé dans l'armée de terre, pendant 2 ans. C'est là-bas qu'il a appris à manier les couteaux. Jean-François se fige. Il s'efforce de ne pas réagir à ses derniers mots, mais il sent le feu de ce regard incisif s'accentuer davantage. Tout en continuant de le fixer, Francis poursuit. Par exemple, pour neutraliser une sentinelle, il faut la prendre par derrière. À l'aide du bras gauche, lui lever la tête. Avec le bras droit, on lui porte un coup au niveau de la carotide, puis un coup au cœur. Et enfin, on peut lui porter un dernier coup au niveau de la colonne vertébrale. En tout cas, faut y aller avec une forte puissance. Après cette déclaration, la température de la pièce baisse drastiquement. L'enquêteur breton n'arrive pas à le croire. Pourtant, l'homme qui se tient en face de lui vient bien de lui décrire avec une exactitude sidérante la façon dont l'aide-soignante a été tuée sur la plage du Moulin Blanc. À partir de cet instant, il en est certain. Ce Francis Holm est le coupable. L'enquête est terminée. Ils tiennent l'assassin. Mais même s'il bouillonne intérieurement, il sait qu'il ne faut pas brûler les étapes et rester le plus impassible possible. Il encourage donc le sans-abri à poursuivre, dans l'espoir de récolter d'autres informations importantes. Si le SDF est une pipelette, pourquoi s'en priver ? Pour une fois qu'il y en a un qui veut parler. Il apprend ainsi que celui qui est désormais un suspect a tenté de sauter la vie après le décès de sa mère en utilisant un fusil de chasse. Puis il s'est ouvert le ventre avec un tesson de bouteille quand son père l'a tenu pour responsable de ce drame. Depuis, il a effectué de nombreux séjours en hôpital psychiatrique, et ce dans diverses régions, puisqu'il sillonne littéralement la France au gré de ses envies. À la demande de Jean-François, qui aimerait savoir où il se trouvait au mois de mai,
Il répond sans hésiter qu'il séjournait dans une communauté Emmaüs de Brest. Il va lui-même jusqu'à parler du meurtre d'Aline. Selon ses propres mots, il aurait quitté le foyer la veille où une femme a été tuée sur la plage. « Je dois vous dire qu'il m'arrive fréquemment de boire », ajoute-t-il. « Je prends mes cachets anti-angoisse et d'autres traitements. Ça m'est mauvais de boire, car ça me donne des pulsions. Je revois des scènes de combat avec un poignard. Je vois des coulées de sang sur mes mains. Je ressens le besoin de regarder mes mains pour voir si c'est vrai. » À nouveau, l'oxygène quitte la pièce. Francis Holm, lui, observe les réactions des gendarmes. Mais si ce récit pourrait coller à une histoire de syndrome post-traumatique, Jean-François Abgral voit plus loin. Il est intimement convaincu de tenir son meurtrier. C'en est même presque trop beau pour être vrai. Surtout que l'homme explique maintenant qu'il a déjà tenté d'agresser une femme 1 an auparavant, en réponse à l'une de ses fameuses pulsions. Et que 4 jours avant le meurtre du Relecq Kerhuon, il s'est rendu sur la plage armé d'un couteau pour prendre une jeune fille. Heureusement, ce jour-là, elle n'était pas seule. En criant, elle a alerté son père qui est intervenu et a fait fuir son agresseur. Mais Aline, elle, était plus vulnérable. Peut-être bien que cette fois-ci, toutes les conditions étaient réunies pour que Francis Holm aille jusqu'au bout de son fantasme mortel. C'est en tout cas la conviction intime de Jean-François Abgral, qui en fait part à ses supérieurs au bout de 3 heures d'audition plutôt éprouvante. Seulement, à sa très grande surprise, son sentiment n'est pas partagé. Le major, avec qui il s'entretient, et qui a lui aussi assisté à l'interrogatoire, ne croit pas du tout que ce marginal, un peu paumé, puisse être l'assassin de l'aide-soignante. Pour lui, si c'était le cas, il n'aurait jamais parlé de cette façon. C'est trop flagrant, trop incongru. Il a certainement lu les journaux comme tout le monde, et s'amuse à les mener en bateau. Sauf que la nature des coups portés à Aline n'a jamais été mentionnée dans la presse. L'enquêteur breton est consterné. À ses yeux, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Sauf que si sa hiérarchie ne le suit pas, Francis Holm, un homme chez qui tout transpire le danger, ressortira libre du commissariat, tout simplement. À Saint-Clair-sur-l'Aile, le sous-officier reprend l'audition de son suspect. C'est la dernière ligne droite, sa dernière chance de prouver à ses collègues qu'ils sont bien en présence de l'assassin de la plage du Moulin Blanc. Alors, soit dit en passant, souvenez-vous, ils voulaient boucler rapidement l'affaire, mais maintenant qu'ils ont le suspect idéal le cul posé face à eux, c'est trop simple. Seulement, dès la reprise de la discussion, le ton adopté par Francis Holm change radicalement. Comme s'il avait conscience d'en avoir trop dit. Il prend l'initiative d'apporter une précision concernant la veille du meurtre. Et celle-ci va être de taille. En effet, l'homme assure que le samedi 13 mai, veille du meurtre, il est allé jusqu'à Quimper en stop. Dès son arrivée, il aurait été victime d'un malaise cardiaque, ce qui l'aurait conduit en cardiologie du centre Laennec, où il serait resté jusqu'au 16. Le sous-officier Abgral fronce les sourcils. Une hospitalisation ? Autant dire que ce serait un alibi en béton. Mais il ne peut pas croire que ce soit vrai. Toutes les fibres de son corps lui hurlent que Francis Holm est bien un meurtrier. Il est donc persuadé, en décrochant son téléphone pour contacter le service hospitalier de Laennec, que le nom de son suspect ne figurera nulle part dans les registres. Pourtant, c'est la douche froide. L'infirmière de garde lui confirme qu'il était effectivement hospitalisé du 13 au 16 mai dans le service cardiologie, à 80 km du lieu du meurtre. La brigade de recherche de Quimper, dépêchée en urgence au centre hospitalier pour consulter directement le registre, ne trouve aucune erreur. L'alibi est incontestable. Malgré ça, notre enquêteur n'y croit toujours pas. Il est convaincu qu'il doit y avoir une explication quelque part. Peut-être. Seulement, le fait est qu'il n'a désormais plus aucun recours pour empêcher Francis Holm de recouvrer sa liberté. Un sentiment de malaise chevillé au corps, il le laisse donc repartir sur les routes. De leur côté, son coéquipier et ses supérieurs sont loin de s'angoisser. De toute façon, ils ne croyaient déjà pas que cet individu puisse être impliqué dans leur affaire. Cet alibi tombé du ciel n'a donc fait que les conforter dans leur idée. La piste se referme, comme toutes les autres. Borné, Jean-François Abgral passe tout de même en personne faire un saut au centre de cardiologie de Quimper, dès son retour dans la région. Il peut alors lire de ses propres yeux que son suspect a bien fait l'objet d'un relevé de température, non seulement le jour du meurtre, mais en plus à l'heure précise à laquelle il a eu lieu, 17h. Bon
tout porte à croire qu'il a commis une erreur de jugement. Mais malgré l'évidence, et même s'il ne trouve pas encore d'explication rationnelle à tout ça, c'est plus fort que lui. Francis Holm ne peut pas être étranger au meurtre d'Aline. Alors, où est-ce que ça coince ? À ce stade, le sous-officier Abgral est bien le seul dont les pensées sont tentées par cette question. Car à présent, tous les regards sont tournés vers un homme, activement recherché, qui aurait agressé quelqu'un au couteau près du château de Brest le soir du meurtre. Pour faire clair, le seul à penser que cet homme n'est pas le meurtrier est bien Jean-François Abgral. Et ça agace passablement le commandant de la compagnie de gendarmerie de Brest, qui ne comprend pas pourquoi l'ordre n'a pas été donné à tous les enquêteurs de se concentrer sur l'identification de cet agresseur. En conséquence, le gradé convoque Jean-François pour lui signifier que ses effectifs vont être réduits au minimum dès le lendemain matin. Concrètement, ça veut dire que plus aucun gendarme brestois ne sera autorisé à lui prêter main forte concernant la piste Holm. Mais avec ou sans aide, il n'a pas l'intention de baisser les bras. Jean-François a décidé de nager à contre-courant en faisant son boulot de manière sérieuse. La suite de son enquête se concentre donc toujours sur Francis Holm, n'en déplaise à ses pairs. C'est de cette façon qu'il apprend que ce dernier a menti concernant son engagement dans l'armée. La réalité, c'est qu'il a été réformé pour inaptitude médicale. Cependant, ça change rien à cette histoire d'alibi. Tant qu'il tient, il le protège de tout soupçon. Jean-François Abgral fait donc de ce mystère sa priorité numéro 1 et se rend une nouvelle fois au centre hospitalier de Quimper afin de trouver la faille. Et cette seconde visite va tout changer. Tout d'abord, l'enquêteur apprend qu'une infirmière a retrouvé du sable sous le lit du malade, après que le meurtre ait été commis. Malade qui, soit dit en passant, n'en était pas vraiment un. Il a plutôt été ramassé en pleine rue par les pompiers, assommé par l'alcool, et déposé au centre hospitalier où on lui a ensuite fait passer des examens pour vérifier l'état de son cœur. Et puis surtout, un homme qui a partagé la chambre de Francis Holm lui apprend que les relevés de température se font souvent en l'absence du patient. En gros, le thermomètre est posé sur la table de nuit vers 13h, et les infirmières passent à un moment donné dans l'après-midi pour noter la température indiquée dessus. Même si, ça veut plus dire grand-chose. D'ailleurs, si personne n'avait mentionné ce détail jusqu'ici, c'est justement parce que certaines risquent de perdre leur place en agissant de la sorte. Mais Jean-François Abgral n'est pas ici pour faire sauter des postes. Il vient d'avoir la confirmation que Francis Holm a très bien pu quitter sa chambre en début d'après-midi pour revenir quelques heures plus tard. Du sable sous les chaussures. Il n'a plus d'alibi pour l'après-midi du 14 mai. Cette fois-ci, il le tient. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Car le juge d'instruction a lui aussi un avis très différent sur le sujet. Il estime en effet que rien ne justifie le placement en examen de Francis Holm. Fin de l'histoire, affaire suivante. Bon, je vous rassure, en fait, on est très loin d'en avoir terminé. Et ça, c'est parce que Jean-François s'accroche à ses convictions comme une moule à son rocher. Mais pour l'instant, le temps passe, et les jours s'écoulent lentement sans que personne ne s'inquiète de savoir où se trouve Francis Holm, ni ce qu'il fait. Pourtant, il tue. Il faudra malheureusement attendre jusqu'au mois d'août pour qu'un nouveau message redonne enfin un peu d'espoir aux sous-officiers. Une brigade de recherche d'Avignon enquête sur un meurtre étrange commis dans le Vaucluse, et vient de faire une demande de renseignement au sujet d'un dénommé Francis Holm. Le corps de Jean-Joseph Clément, un ancien légionnaire d'une 60aine d'années, vient en effet d'être découvert sans vie près d'une rivière, non loin d'une communauté Emmaüs. Il a eu le crâne fracassé à coups de pierre et on lui a ôté le pantalon. Le foyer Emmaüs, le dénudement partiel de la victime et l'apparente violence de l'attaque. Tout ça sonne un peu trop familier aux oreilles de l'enquêteur breton qui ne peut s'empêcher de faire le rapport avec le meurtre de la plage du Moulin Blanc. Arrivé en toute hâte à Avignon, il se rend sur les lieux du crime pour faire ses propres constatations. Et tout comme pour Aline, il apprend que la victime était un homme sans histoire, installé depuis des années dans la région. Les gendarmes ne trouvent pas de mobile apparent à ce meurtre qui, effectivement, est d'une violence rare. En revanche, ils ont trouvé un jean appartenant à une personne de grande taille, abandonné un peu plus loin. Bien, mais le lien avec Francis Holm alors ? Il a été contrôlé près du lieu du crime le jour de la découverte du corps, soit environ 24 heures après le meurtre. D'après ses dires, il arrivait alors directement de Marseille.
où il venait d'être hospitalisé. Pour la brigade chargée de l'affaire, il s'agit évidemment d'un alibi solide. Mais c'est certainement pas ça qui va convaincre Jean-François Abgral. Il se demande d'ailleurs si son suspect n'aurait pas pris la fâcheuse habitude de se constituer de soi-disant alibis auprès des hôpitaux. D'ailleurs, renseignement pris, il n'a plus été vu par l'équipe médicale depuis le 7 août au matin, le jour où a été commis le crime. Encouragés par Jean-François, les gendarmes d'Avignon acceptent donc, malgré l'absence de preuves directes, d'inscrire le suspect au fichier des personnes recherchées. 3 mois plus tard, la nouvelle tant attendue tombe enfin. Le sans-abri vient de faire son apparition en Meurthe-et-Moselle, où il a de nouveau été contrôlé. Mais cette fois-ci, l'inscription de son nom dans les fichiers de la gendarmerie lui a valu un séjour gratuit en garde à vue. Le chef de la brigade d'Avignon accompagne Jean-François pour ce nouvel interrogatoire en Lorraine. Sauf que le gendarme arrivé tout droit du Vaucluse adopte un ton qui ne plaît pas à Francis Holm. Ce dernier nie en bloc toute participation au meurtre pour lequel il est soupçonné, réaffirmant qu'il se trouvait à l'hôpital de Marseille-Nord à ce moment, et qu'il n'est donc pas concerné par l'affaire. Et même si on sait qu'il était sorti au moment du crime, sans aveu ni preuve, les militaires sont impuissants. Je devrais plutôt dire le militaire, car entre Jean-François Abgral et le chef de la brigade d'Avignon, un seul pense leur suspect coupable de ce second crime. Vous voulez un petit indice ? Il est breton. Le gendarme du Vaucluse, lui, s'en tient à cette histoire de pseudo-alibi. Il décrète, non sans un certain agacement, que le marginal n'est pas son homme, et qu'il a seulement perdu son temps. À chaque fois que Francis Holm passe dans une communauté Emmaüs, puis est hospitalisé quelque part, il y a un meurtre. Mais bon, ça reste une coïncidence. Mais au moment où on s'apprête de nouveau à le relâcher dans la nature, il interpelle Jean-François, avec qui il commence à nouer un certain lien de confiance, et dont il apprécie plus les manières. Ses prunelles sombres se fichent droit dans les yeux du sous-officier. « Je sais que tu sais. C'est un pépin cette histoire », prononce le trentenaire au trait tiré. Jean-François Abgral l'encourage à s'exprimer davantage, certain de percevoir un aveu caché dans ces quelques mots. Mais le suspect s'énerve, en marmonnant que tout ça, c'est la faute du Gaulois. Puis il se ferme complètement et quitte les locaux de la gendarmerie, de nouveau libre. À partir de là, le militaire n'a plus qu'une idée en tête. Identifier ce fameux Gaulois que Francis Holm a l'air de si bien connaître, et qui pourrait aussi bien lui fournir des informations sur sa première affaire. Seulement, c'est triste à dire, mais plus d'1 an après, le meurtre de l'aide-soignante au Relecq-Quirion n'intéresse plus vraiment les forces de l'ordre, qui ont fini par faire une croix sur l'affaire. Il lui faut plus de 6 mois, en effectif réduit, pour retrouver enfin la trace de cet homme mystérieux. Lorsqu'il reçoit un appel en juin 1990 pour lui signifier que l'ancien cuisinier du foyer Emmaüs a été retrouvé et se trouve bien au chaud dans un commissariat parisien, il fonce. Certes, c'est pas vraiment en lien avec le meurtre d'Avignon, mais qu'importe. Tout renseignement au sujet de son suspect sera bon à prendre. Un homme solitaire qui, lui aussi, sillonne les routes depuis de longues années, sans famille ni attache. Grâce au témoignage du cuisinier, il est à présent possible de mettre un véritable nom sur ce visage. Et apparemment, il se serait bien trouvé à proximité de la plage du Moulin Blanc au moment du meurtre. C'est suffisant pour signaler à toutes les brigades du territoire que cet homme est recherché. De la même manière qu'il avait fait avec Francis Holm, l'enquêteur n'a maintenant plus qu'à attendre que ce témoin clé se fasse contrôler. Sauf que ça n'arrive pas. Encore une fois, les jours, les semaines et les mois passent. Au bout d'1 an, les supérieurs de Jean-François Abgral lui font gentiment comprendre qu'il faudrait penser à boucler son enquête. Le sous-officier, promu entre-temps adjudant-chef, comprend qu'on va bientôt lui couper les vivres pour ce dossier. Mais au mois de juillet 1991, coup de théâtre. Le Gaulois a été localisé à Bayonne. Enfin, après tout ce temps, il va pouvoir entendre celui qui, il en est sûr, pourra faire basculer l'affaire. Mais la joie est de courte durée. Le supérieur hiérarchique de Jean-François refuse qu'il se rende dans les Pyrénées-Atlantiques pour rencontrer ce précieux témoin. Pour lui, l'obstination du gendarme s'apparente à de l'acharnement. Un acharnement auquel il décide de mettre un point final. Le coup est rude, c'est le moins que l'on puisse dire. D'autant qu'on vient d'informer l'enquêteur que Francis Holm s'est apparemment installé en Alsace, à Bischwiller, où il travaillerait au sein d'une association de réinsertion. L'occasion est trop belle pour Jean-François Abgral, qui décide d'aller directement à la rencontre de celui qu'il considère comme un meurtrier récidiviste. Il n'a plus rien à perdre, alors autant tenter le tout pour le tout. Pour la première fois, il va pouvoir perquisitionner le logement du suspect
et tenter de le confondre lors d'une dernière audition. Si l'une comme l'autre ne donne rien de suffisamment probant pour relancer l'enquête, ce qui aurait dû être le dernier échange entre les deux hommes s'avère tout de même intéressant. Il a lieu à la section de recherche de Strasbourg, dans le cadre d'un nouvel interrogatoire. Le sans-abri confie aux gendarmes, qu'il connaît bien maintenant, qu'il a effectivement menti concernant l'armée. Il parle aussi de rêves étranges, de meurtres auxquels il pense avoir assisté sans être sûr. Et il répète qu'il a eu des pépins, mais qu'aujourd'hui, il est bel et bien guéri. Ce mot interpelle Jean-François Abgral. Ce n'est pas la première fois qu'il l'entend de la bouche de son interlocuteur. Et il est certain qu'en réalité, il a un sens très précis. Mais lequel ? En tout cas, une chose est sûre. Cet homme est loin d'être bête. Il mène d'ailleurs son jeu avec une intelligence remarquable et joue avec les forces de l'ordre en mentionnant des rêves, des détails sortis de nulle part et des sortes de visions étranges. Il ment, manipule, revient sur ses déclarations et change régulièrement de version tout en mélangeant les informations de plusieurs affaires pour plonger les gendarmes dans une sorte de brouillard mental. Il se fout de leur gueule, quoi. Par exemple, il va raconter qu'il a rêvé du meurtre d'Aline Pérez. Puis, tout à coup, y inclure un complice, ou un détail lié à un autre de ses crimes. C'est juste assez pour mettre la puce à l'oreille de l'enquêteur, mais pas suffisamment pour qu'on puisse l'accuser sans le moindre doute. Et surtout, ça lui permet de se faire passer pour quelqu'un de dérangé et de peu crédible. Face à la plupart des enquêteurs, ce petit jeu marche à merveille, mais pas avec Jean-François Abgral. Sauf qu'il a beau l'avoir compris dès le départ, il ne possède désormais plus aucune carte en main pour faire quoi que ce soit. Pour la 3e fois, il en est sûr et certain. Il relâche un assassin, peut-être même plus encore, un tueur en série. L'hiver s'est abattu sur la Bretagne. Jean-François Abgral, en congé, vient de passer les fêtes en compagnie de ses proches. Malgré 150 litres de cidre et 200 huîtres englouties en moins de 2 jours, le meurtre d'Aline Pérez ne sort pas de sa tête. Et l'affaire va ressurgir au moment où il ne s'y attend plus. Le 26 décembre, lorsqu'un ami de la brigade de recherche de Brest le contacte pour lui dire qu'un ancien témoin, qui n'avait jamais pu être entendu, vient de faire son grand retour. Le Gaulois. Il a été arrêté dans la ville de Bourges, où quelques collègues l'y attendent. Cette fois-ci, l'adjudant-chef ne compte pas laisser passer sa chance. Il va aller passer ses vacances à Bourges, point barre. La rencontre tant attendue a lieu dans la petite brigade de la ville. Jean-François Abgral ne va pas se déplacer pour rien. Bien au contraire, le Gaulois, dans un état de panique totale, refuse tout d'abord de s'exprimer, ou ne serait-ce que de mentionner le meurtre de la plage du Moulin Blanc. Et ce, malgré la méthode douce que le gendarme privilégie. Non, c'est comme si une menace planait sur le témoin, une ombre qui le terrorise. Les hommes en uniforme ont beau le rassurer tous les 3 mots, il les implore du regard de bien vouloir le croire lorsqu'il prétend ne pas avoir fréquenté la communauté Emmaüs du Relecq-Quirion. Pourtant, à force d'insistance, il cède et finit par admettre l'atroce vérité après de longues heures d'audition. Il a assisté au meurtre de l'aide-soignante. Lorsqu'on lui présente un album photo, il reconnaît immédiatement Francis Holm, un alcoolique qui, selon ses mots, buvait beaucoup et devenait très mauvais après. Au sujet des femmes, Holm disait, toujours d'après lui, qu'il voulait toutes les sauter. Rien n'indique que la victime de la plage ait été abusée sexuellement. Mais cette phrase parle à Jean-François. Ce meurtre avait indéniablement une connotation sexuelle. Voici donc ce qu'il se serait véritablement passé ce dimanche après-midi, sur la plage du Moulin Blanc. Le témoin se trouve juste au-dessus de celle-ci, tranquillement installé dans ce qu'il appelle son buisson, lorsque Francis Holm le rejoint très énervé. Il engloutit un demi-litre de vin rouge, ce qui n'arrange pas son état. Puis les 2 hommes décident de descendre sur la plage, en passant par les rochers. C'est là qu'ils aperçoivent Aline, allongée à l'écart pour pouvoir bronzer sans être dérangée. Dès qu'ils la repèrent, Holm se dirige tout droit vers elle, suivi du Gaulois quelques mètres derrière. Ce dernier précise que son comparse était comme fou et qu'il l'a suivi pour intervenir, pensant empêcher une agression sexuelle. Planté devant Aline, qui se redresse sur sa serviette, le meurtrier lui crache « Je vais te sauter ». Puis il la grippe au moment où elle se lève et la saisit à la gorge. La bonne volonté du Gaulois ne dure pas très longtemps. Il admet qu'à ce moment, la peur lui a fait prendre la fuite. Il saute dans le premier train et quitte définitivement la région, sans jamais prévenir les secours. Lorsque, par la suite, il apprend la nouvelle du meurtre dans la presse, il se terre de plus belle
craignant d'être impliqué par la police dans cette histoire sordide. Jean-François Abgral opine doucement. Les pages qu'il vient de noircir, grâce à ce témoignage, lui permettront enfin d'arrêter Francis Holm. Il avait raison depuis le départ, c'est vrai, mais dans ce contexte, difficile de se réjouir. L'égoïsme du Gaulois leur a fait perdre un temps extrêmement précieux, un temps durant lequel, il en est malheureusement certain, le sang a continué de couler. Le meurtrier d'Aline est appréhendé à son domicile alsacien au début de l'année 1992, sans menottes. Jean-François compte sur le lien un peu étrange qui s'est établi entre eux pour obtenir des aveux. Alors, il évite tout ce qui pourrait braquer Francis Holm. Placé en garde à vue, il déclare que cette fois-ci, il est bien décidé à s'expliquer et à raconter toute la vérité. Lorsqu'il était hébergé à la communauté Emmaüs, en Bretagne, il a surpris un autre résident en train de fouiller dans ses affaires. Voilà d'où est partie la violente dispute relatée par le cuisinier de l'époque. Pour se venger, Holm a volé 100 francs au fouineur en question, s'est acheté de quoi se prendre une belle cuite et est allé se promener sur la plage. D'après lui, il se serait octroyé une petite sieste sur le sable et aurait rêvé d'un homme en train de poignarder une femme. Puis il se serait réveillé et serait parti à Quimper en stop, où il aurait finalement été hospitalisé. Cette histoire de rêve, de vision, ce n'est pas la première fois que Francis Holm en fait mention. Et Jean-François Abgral, qui commence à bien connaître le personnage, sait pertinemment que ce n'est qu'une façon de se protéger. En parlant du meurtre comme s'il en avait été seulement témoin, que ce soit dans l'imaginaire ou la réalité, le suspect se dégage de toute responsabilité, ce qui prouve bien qu'il n'est pas si bête qu'il voudrait le faire croire. L'heure du repas approchant, l'enquêteur breton décide de faire une pause dans l'audition. À la surprise de son suspect, il lui propose, ainsi qu'à son coéquipier, d'aller manger tous les trois au mess, une sorte de cantine réservée au personnel de la gendarmerie. Là, dans un cadre qui n'est plus du tout formel, la conversation se poursuit sur la même lignée, devant un troisième gendarme venu s'installer à la même table qu'eux. C'est ce moment précis que choisit Francis Holm pour s'exprimer bien plus franchement que d'ordinaire. Un peu trop franchement. Le nez dans sa choucroute, il articule sans la moindre émotion. J'ai pris mon couteau et je lui ai ouvert la gorge, puis je lui ai enfoncé la lame dans les côtes. Elle avait l'air gentille. Jean-François Abgral et son coéquipier en lâchent presque leur fourchette de surprise. Le troisième militaire, lui, devient soudain livide, ramasse son assiette et part s'exiler au fond de la salle. Le problème, c'est que le suspect sait parfaitement qu'en dehors du temps de sa garde à vue, rien de ce qu'il dit ne peut être porté au dossier d'accusation. Il joue avec la loi. Jean-François fait mine de ne pas réagir, mais il voit clair dans le jeu de l'assassin. Alors il reprend l'interrogatoire, lui aussi comme si de rien n'était. Sauf que dans le bureau, Francis Holm ne se souvient tout à coup plus de rien et refuse de continuer à parler d'Aline. Tout ce qu'il consent à dire, c'est qu'à l'époque du crime, il était malade. Il aurait eu ce qu'il appelle des crises, des moments de rage folle, avec le goût du sang dans la bouche. Mais tout en parlant, il change soudain d'attitude, se met à grimacer et serrer frénétiquement les poings. Ses yeux s'injectent littéralement de sang et ses veines se gonflent. L'enquêteur brestois se sent obligé d'intervenir et saute par-dessus le bureau pour attraper Francis Holm par le bras et lui proposer d'aller prendre l'air avant qu'il ne laisse éclater toute sa brutalité. Peut-être pour éviter que ça se passe comme dans Rambo, justement. La scène est d'une intensité rare et plus qu'inquiétante. Mais voilà, quelques pas à l'extérieur suffisent à faire redescendre un peu la pression. À leur retour, Jean-François Abgral pense à faire une nouvelle pause. Mais son suspect le prend de court, d'une traite. Il avoue enfin avoir ôté la vie à Aline sur la plage du Moulin Blanc. Contrairement au témoignage du Gaulois, il raconte qu'il est allé vers l'aide-soignante pour la prévenir qu'il l'avait vue se faire poignarder en rêve. Mais la victime lui aurait demandé de partir, prétextant qu'il sentait l'alcool. La fameuse crise serait survenue à ce moment, alors que le Gaulois approchait d'eux. J'ai saisi la femme par le cou, et je l'ai frappée 3 à 4 fois avec mon couteau. J'ai frappé très fort. J'ai senti que mon couteau avait touché des os. Je me contrôlais plus. J'ai entendu le Gaulois hurler, mais j'ai continué à frapper la femme. Je crois qu'elle avait la carotide pétée. C'est un accident, cette histoire. Stupéfait, et pas du tout préparé à recevoir ses aveux, Jean-François lui demande de reproduire la façon dont il a saisi Aline sur son collègue. Je crois que le collègue a pris le dossier en cours de route pour accepter de se laisser faire. Holm s'exécute. Devant les deux gendarmes, il reproduit exactement la même prise qui avait laissé les marques de doigts si particulières sur la gorge d'Aline. Cette fois-ci, tout est retranscrit à l'écrit, enregistré,
est classé dans un dossier. Tous les éléments sont réunis pour être certain que Francis Holm ne soit pas à nouveau réintroduit dans la société. Mais la violence irréelle qui s'est emparée du meurtrier un peu plus tôt laisse à Jean-François une impression amère. Et si cet accident, comme il le nomme, n'était pas arrivé seulement à Aline, la victime de la plage du Moulin Blanc, le gendarme est encore loin de s'en douter. Mais c'est en fait bien pire que ça. Car au fil de ses errances, Francis Holm a laissé derrière lui l'un des parcours les plus ensanglantés de l'histoire criminelle française. Les premières révélations ne vont d'ailleurs pas traîner. Le soir même, alors qu'il patiente en salle de repos avant sa convocation devant le parquet de Strasbourg, un officier de police judiciaire local lui pose presque innocemment la question de son implication dans le meurtre de Jean-Joseph Clément, l'homme assassiné près d'Avignon, et pour lequel on n'a toujours arrêté aucun suspect. À la surprise générale, Francis Holm répond du tac au tac. « C'est moi aussi. Là-bas, j'ai utilisé une grosse pierre pour frapper à la tête. » Jean-François Abgral, son coéquipier et l'OPJ en ont tous les trois le souffle coupé. Mais encore une fois, Francis Holm sait mener sa barque. Car ces nouveaux aveux ne peuvent pas entrer dans la procédure judiciaire du meurtre de Brest. En fait, même si le coupable les reformulait lors d'une audition, les gendarmes ne pourraient pas les recueillir pour une simple et bonne raison. Seul l'enquêteur d'Avignon est en droit de s'en charger. C'est un tantinet frustrant, on est d'accord ? Mais c'est le code de procédure pénale. Ça devient carrément inconcevable lorsqu'on appelle la brigade concernée, et que le seul qui puisse confondre le coupable ne daigne tout simplement pas se déplacer pour le faire. L'enquêteur en charge de cette affaire prétexte qu'il entendra Francis Holm plus tard, quand il sera incarcéré. En gros, quand ça lui chantera. 35 heures, hein, pas plus. Seulement, rien ne certifie que le suspect réitérera ses propos des jours ou des semaines plus tard, surtout quand il s'agit de Francis Holm. Et effectivement, ce rendez-vous manqué aura de terribles conséquences. Car comme le craignait Jean-François, Holm décidera plus tard de se rétracter. Sans aveu officiel, il ne sera donc jamais condamné pour le meurtre de Jean-Joseph Clément. Le dossier bénéficie bien d'une réouverture au début des années 2000, mais les pièces à conviction, telles que des scellés d'objets saisis sur la scène du crime, ont été malencontreusement égarées entre-temps. Cette perte de preuves matérielles conduit la justice à prononcer un non-lieu en 2002. Bien que le tueur ait de nouveau été mis en examen pour ce meurtre en 2023 à la suite d'éléments nouveaux, puis extrait de sa cellule en février 2025 pour être réentendu, cette affaire reste encore un cold case au moment où je vous parle. Mais le pire reste à venir. Retour en 1992. L'enquêteur breton n'a plus le moindre doute. Francis Holm n'a pas tué qu'une seule fois, ni même deux. Le sans-abri s'en est forcément pris à d'autres personnes, rencontrées ou croisées au hasard de ses voyages à travers le pays. Alors il fait transmettre un message national à toutes les brigades de gendarmerie, les informant du fait qu'un tueur en série est peut-être passé dans leur région et pourrait être l'auteur de crimes non élucidés. En attendant les premiers retours, il tente de comprendre pour quelles raisons Francis Holm s'est mis à tuer. Et pour y répondre, il faut plonger dans un passé plus que tourmenté. Né en 1959 à Metz, Francis Holm grandit à Briey. Il est le fils de Nicole Houillon, une femme de ménage au caractère plutôt effacé, et de Marcel Holm, un militaire de carrière brutal et alcoolique. Si vous êtes abonné à ma chaîne, je suis sûr que vous avez terminé cette phrase avant moi. Je pense que si on faisait un jeu des Sims tueurs en série, on serait obligé d'avoir un arbre généalogique avec le père brutal et alcoolique. Bon, ici le contexte, difficile, est aggravé par le comportement du père de famille, qui dépense la plus grosse partie de son salaire dans les courses de chevaux. Il martyrise son entourage, et plus particulièrement son petit garçon, qu'il bat à loisir, ou qu'il enferme dans la cave quand il souhaite le discipliner. En revanche, le petit Francis est extrêmement proche de sa mère, et ce, toute sa vie, la considérant carrément comme une véritable sainte, malgré son alcoolisme chronique et cette dépression qui ne la quitte jamais. Il s'entend aussi très bien avec sa sœur de 6 ans, sa cadette, Christine. Mais la plupart du temps, les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'en est au point où le garçon de la famille doit se résoudre à ingurgiter des boîtes de pâté pour chat un jour où les voisins ne lui donnent pas à manger, ce qui lui vaudra le surnom de Félix. L'enfant est aussi solitaire, bizarre, à part. Il n'est d'ailleurs pas considéré comme un membre de la famille par le reste de ses proches. À l'école, l'écart se creuse encore davantage à cause de son apparence. Il est trop grand, trop maigre, binoclard. Et puis, il a une allure un peu négligée,
et la démarche raide. Moqué par les uns, harcelé par les autres, il entre parfois dans des crises de colère qui sont tout à fait compréhensibles, mais surtout révélatrices de sa fragilité mentale. L'adolescent glisse lentement mais sûrement vers le même travers que son père, la dépendance à l'alcool. À ces périodes les plus extrêmes, il consomme entre 5 et 12 litres de bière et de whisky par jour. Même un Anglais à Benidorm s'envoie pas autant de liquide dans le gosier. Déséquilibré, en proie à l'alcool, il se met alors à enterrer des animaux vivants et se taillade le corps avec des tessons de bouteilles. C'est lors de son adolescence qu'il commence à enchaîner les séjours en hôpital psychiatrique, et à au moins 13 reprises. Malgré ça, jamais aucun professionnel de santé n'estimera qu'il puisse représenter un danger pour la société. Réformé de l'armée, il parvient tout de même à décrocher un poste de manœuvre à 21 ans, dans une société de travaux publics en Lorraine. Son chef de chantier, pris de pitié pour le jeune homme qui manque visiblement de tout, le prend sous son aile et lui paie même une paire de lunettes adaptées à sa vue lorsqu'il réalise que son employé n'y voit pas plus loin que le bout de son nez. Il l'emmène aussi à la chasse aux chevreuils et aux sangliers. Bon, c'était peut-être pas la meilleure idée de sortie vu le profil du personnage, mais au moins il s'occupait de lui. Seulement, Francis Holm continue de se mutiler sur les chantiers. Il se griffe au visage, se lacère le corps, et un beau matin, il va même jusqu'à s'enrouler le poignet dans du fil de fer et manque de perdre sa main. Au bout de 6 ans, il est finalement licencié à cause de sa dépendance à l'alcool et de sa mésentente avec ses collègues. Sur le plan sentimental, il connaît bien quelques filles, mais ce ne sont que des relations sans lendemain, qu'il déclare simplement avoir draguées. Jusque-là, on ne peut rien dire de plus, si ce n'est que la vie de Francis Holm a été jalonnée de violence et de solitude. Mais il n'y a pas un meurtre à l'horizon là. La raison, l'élément qui va déclencher la folie sanglante de Francis Holm a lieu le 16 octobre 1984. Ce jour-là, alors qu'il a 25 ans, il perd sa mère adorée qui décède des suites d'un cancer. Quelque chose se brise définitivement en lui. Il perd son seul et unique filet de sécurité, la seule personne qui le rattachait encore à un semblant de normalité. Et on peut même aller jusqu'à parler de sa raison de vivre. Après ce décès, Francis Holm tente par 2 fois de sauter la vie, puis est de nouveau interné en hôpital psychiatrique. 3 semaines après cette disparition tragique, il commet son premier meurtre. Le corps de Lionel Gineste, une apprentie pâtissière de 17 ans, est alors découvert dans un bois près de Pont-à-Mousson, en Lorraine. Elle est retrouvée nue, étranglée et poignardée. Plusieurs éléments laissent à penser que les agresseurs étaient au moins au nombre de 2. Mais depuis que l'information concernant Francis Holm a été relayée, les enquêteurs en charge de l'affaire s'intéressent particulièrement à son cas. Et oui, celui-ci était présent dans la région au moment des faits. D'ailleurs, dès son premier interrogatoire, le suspect admet avoir rencontré Lionel. Il déclare avoir fait la connaissance d'un homme qui l'aurait invité à boire un verre dans un café. Puis tous les deux seraient partis en voiture. Comme Francis Holm ne conduit pas, c'est son ami du moment qui s'est mis au volant. Ils auraient alors croisé la route de l'adolescente en train de faire du stop, qu'il décrit comme « une pute avec ses collants noirs ». Le conducteur arrête son véhicule et la jeune fille grimpe à l'arrière. Quelques minutes plus tard, Lionel est agressé par cet homme qui abuse d'elle. Holm assure n'avoir participé ni à l'abus sexuel ni au meurtre. Mais la justice prouvera son implication dans ce dernier et le condamnera quelques années plus tard à 30 ans de réclusion criminelle. La gendarmerie réussit à identifier son complice, un certain Joseph Molin, qui avait travaillé avec Francis Holm dans les travaux publics. Pour son implication dans ce crime partiellement prémédité, il écopera pour sa part de 10 ans de prison. Voilà qui porte donc le total des victimes de Francis Holm à 3. Oui, 3. Autrement dit, le chiffre à partir duquel on commence à parler de tueurs en série. Pourtant, vous allez voir qu'on est encore loin du compte. 2 ans plus tard, Cyril Bénin et Alexandre Beckrich, 2 garçons de 8 ans chacun, partent faire du vélo le long d'une voie de garage de la SNCF à Montigny-les-Metz. Ils quittent leur domicile respectif vers 17h, attendus par leurs parents pour partager le repas du soir. Mais les enfants ne rentreront jamais chez eux. En début de soirée, un policier découvre les 2 petits corps sans vie, près de l'endroit où sont stationnés les wagons de marchandises. Le meurtre, d'une violence inouïe, soulève le cœur de tous les habitants de la région. Les crânes des enfants ont été fracassés à coups de pierre. La tête de Cyril, sur laquelle semble s'être acharné le meurtrier, est même enfoncée d'10 centimètres dans le sol. Et bien qu'il n'y ait pas de traces d'agression sexuelle,
Le pantalon et les sous-vêtements d'Alexandre sont baissés au niveau des cuisses. À l'époque, soit 3 ans avant que Francis Holm ne tue Aline sur la plage du Moulin Blanc et que son nom soit connu de tous les services de gendarmerie, un adolescent de 16 ans est accusé du crime par une source jugée digne de confiance. Au bout de 36 heures de garde à vue, il avoue, il s'appelle Patrick Dils. Malgré sa rétractation rapide sur ses aveux, qu'il ne dispose d'aucun mobile, et qu'il ait de plus un alibi solide, il est inculpé d'homicide volontaire au mois d'avril 1987 et condamné à la perpétuité. Il est alors le plus jeune condamné de France à écoper d'une si lourde peine. Vous noterez qu'en moins d'1 heure dans cette vidéo, on n'a pas voulu arrêter un suspect idéal et on a emprisonné un innocent. Mais dès qu'elle entend parler des premières mises en examen de Francis Holm et du fait qu'on le suspecte de nombreux autres crimes, l'avocate de Patrick Dils contacte Jean-François Abgral pour lui demander son aide. Consciente que le tueur en série est resté longtemps dans la région, elle souhaite creuser la piste Holm. L'enquêteur breton retrace alors avec elle l'itinéraire du tueur. Et le résultat est sans appel. Il était bien présent près de Montigny-lès-Metz au moment du double homicide. Mais ne pourrait-il pas s'agir d'une simple coïncidence ? L'adjudant-chef n'y croit pas un seul instant. Et pour cause. Lors d'une visite à la maison d'arrêt de Brest, l'assassin lui avait raconté l'une de ses nombreuses histoires. Dans celle-ci, il a parlé d'une promenade à vélo un dimanche matin, dans l'est de la France. La région, c'est le premier point commun entre son récit et le meurtre. Mais attendez d'entendre la suite. Francis Holm raconte avec son absence d'affect habituelle qu'il a croisé 2 gamins près d'une voie de chemin de fer, qui lui auraient jeté des pierres. Il a poursuivi son chemin, et lorsqu'il est repassé, il aurait vu les corps des enfants morts, ainsi que des policiers et des pompiers. Pour l'enquêteur et l'avocate, le lien est plus qu'évident. Non seulement Francis Holm est capable de décrire le chemin menant jusqu'à la scène de crime comme personne auparavant, mais en plus de ça, plusieurs témoins ont bien affirmé que les enfants s'amusaient effectivement à jeter des pierres aux passants. Si sa culpabilité était avérée dans ce double meurtre, ça signifierait que Patrick Dils, qui a déjà passé plus de la moitié de sa vie en prison, est la victime d'une énorme erreur judiciaire française. Mais aussi et surtout que Francis Holm est, en plus d'être un tueur en série, un tueur d'enfants. Un pourvoi en révision est aussitôt déposé auprès de la Cour de cassation. Immédiatement, la presse s'empare de l'affaire qu'il nomme déjà « l'erreur judiciaire du siècle ». Au mois d'avril 2001, la Cour de cassation ordonne l'annulation de la condamnation de Patrick Dils et son renvoi devant une nouvelle cour d'assises. Celle-ci prend place le 20 juin de la même année. Jean-François Abgral, qui connaît Francis Holm sur le bout des doigts à force de l'auditionner et de s'entretenir avec lui, est appelé à témoigner. Mais aussi étrange que ça puisse paraître, c'est aussi en qualité de témoin qu'est entendu le tueur en série lors de ce nouveau procès. Face au président de la cour, il lâche d'une voix blanche « Je ne peux pas être l'auteur de ce double crime, car je suis croyant. En plus, quand je tue, j'embrasse mes victimes sur le front. » Des propos qui choquent, mais pas autant que le verdict final de ce second procès pour lequel tous espéraient enfin entendre la vérité. Contre l'avis de l'avocat général, qui plaide l'acquittement de Patrick Dils. Celui-ci est de nouveau reconnu coupable du meurtre des garçons. Il écope cette fois-ci de 25 ans de réclusion criminelle. L'accusé et ses avocats font immédiatement appel de cette décision, ce qui nous renvoie à un 3e et exceptionnel procès 1 an plus tard. Durant ce laps de temps, les gendarmes de la section de recherche de Metz ont réexploré le dossier de fond en comble, examinant à la loupe tout ce qui concernait de près ou de loin Patrick Dils, ainsi que Francis Holm. D'ailleurs, ça va pas aller dans le sens de celui-ci. Au cours de ce complément d'enquête, de nouveaux témoins déclarent avoir effectivement aperçu le tueur près de la scène de crime le jour des faits. L'un d'eux précise même qu'il a vu passer un homme ensanglanté sur ce chemin au moment des meurtres, certifiant au passage qu'il ne s'agissait pas de l'adolescente de 16 ans qui avait fini par formuler des aveux. Et puis, à l'époque, 2 autres hommes s'étaient aussi accusés du meurtre. Mais contrairement à Patrick Dils, il ne s'était jamais trouvé dans le viseur de la justice. Autre détail plus qu'intéressant, Francis Holm avait précisé lors de l'une de ses histoires que le slip de l'un des garçons avait été baissé. Sauf que cet élément n'a jamais été communiqué dans la presse. Il ne pouvait donc être connu que du tueur. Le 24 avril 2002, au terme de 15 jours de débat, le 3e verdict tombe enfin. Patrick Dils, 16 ans au moment des faits, et 32 ans lors de son dernier procès, est acquitté des meurtres de Cyril Bénin et d'Alexandre Beckrich.
La joie et le soulagement transcendent la salle d'audience à cette annonce. Francis Holm, pour sa part, aura droit à son propre procès, à la suite duquel il sera bel et bien reconnu coupable et condamné à la perpétuité. Il tue donc sans limite d'âge ni de sexe, aussi bien des femmes que des hommes, des adultes ou des enfants. Mais pour quelle raison ? En tout, plus d'une vingtaine d'expertises et de contre-expertises sont menées afin de répondre à cette question. Il en ressort qu'il n'est ni un demeuré, ni un homme au QI particulièrement bas, contrairement à ce que pourraient penser certains qui prennent ces récits comme des délires démentiels. En revanche, dès qu'il est saoul, il se sent en situation de toute puissance. Mais en dehors de ces moments précis, c'est-à-dire quand il n'est pas sous l'effet de l'alcool, il a un rapport à la sexualité que les médecins comparent à un sentiment de malaise. Tout ce qui concerne le corps accroît son sentiment d'insécurité et provoque des défenses plus ou moins agressives en même temps que le désir. Ces meurtres ont donc bien une connotation sexuelle, et c'est d'ailleurs visible, car systématiquement, ou presque, la victime est partiellement dénudée. En revanche, il ne commet jamais d'agression sexuelle. Lui, il tue, et il a conscience de ses actes. Une dernière expertise médicale met aussi en lumière le fait qu'il est atteint d'une anomalie génétique rare, le syndrome de Klinefelter. Pour faire simple, ça signifie qu'à la différence d'un homme normal qui possède 46 chromosomes XY, Francis Holm en compte 47. Il a un chromosome féminin supplémentaire. Cela entraîne notamment une infertilité, une malformation des parties génitales, l'empêchant d'avoir un rapport sexuel complet, mais aussi un sentiment d'infériorité et une profonde confusion dans ses attirances sexuelles. Cette anomalie ne peut pas expliquer le passage à l'acte, mais elle peut permettre de mieux comprendre pour quelles raisons les meurtres sont si aléatoires en ce qui concerne le genre de ses victimes. En tout cas, à chaque fois qu'il en a l'occasion, le tueur en série déniche un complice qui abuse de sa victime à sa place. C'est ce qui se passe en mai 1991, toujours en Lorraine. Jean-François Abgral reçoit un message au sujet d'une affaire susceptible d'être, une nouvelle fois, en lien avec le tueur de la plage du Moulin Blanc. Cette fois-ci, c'est le corps d'une jeune fille de 14 ans, Laurence, qui a été retrouvée entièrement nue dans un champ à Servigny-les-Saintes-Barbes, non loin de Metz. D'après ce que lui indiquent les enquêteurs en charge de l'affaire, l'adolescente rentrait chez elle en scooter avant d'être enlevée, agressée, puis tuée. Mais les gendarmes messins ne croient pas à l'implication du tueur en série dans leur affaire. Pour eux, ce n'est pas parce qu'il est originaire de la région qu'il est forcément le coupable qu'ils recherchent. Et surtout, il semblerait que Francis Holm n'était pas en Lorraine au moment des faits, puisqu'il séjournait apparemment dans un presbytère alsacien. Jean-François fait alors quelque chose d'absolument incroyable. Il relit le dossier de A à Z, histoire de ne pas laisser la moindre place au doute. Stupéfait, il constate alors que ses collègues se sont trompés dans les dates, car selon les rapports d'hôpitaux, Holm était bien à Metz quand Laurence a perdu la vie. Pourtant, le procès-verbal a simplement conclu qu'il ne pouvait pas y avoir de lien entre ce meurtre et Francis Holm, sans chercher à faire la moindre vérification. Mais y a quelqu'un qui va pas merder dans cette histoire ? Jean-François décide donc de reprendre toute l'affaire en main. Et à mesure des investigations, il découvre que la signature du tueur en série se retrouve partout dans le meurtre. L'extrême violence de l'attaque, la mise à mort précise à coups de couteau sans aucune trace de blessure, la nudité, chaque nouvelle constatation le ramène à Francis Holm. En plus de ça, le meurtre a eu lieu de nuit, entre deux villages. Le tueur doit bien connaître la région. Malgré tout, l'enquêteur qui dirige cette affaire s'obstine à croire que le coupable est ailleurs. Vu la connerie monumentale dont il vient de se rendre responsable, on peut le comprendre. L'enquêteur breton, lui, est consterné. Il a l'impression que personne ne veut prendre au sérieux la dangerosité de Francis Holm. Et quand bien même le gendarme de Metz reconnaît l'erreur dans l'emploi du temps de Holm, il continue à croire que ça ne fait pas de lui un suspect. C'est donc en traînant les pieds qu'il se déplace à la maison d'arrêt de Brest pour l'interroger. Comme à son habitude, le tueur de la plage du Moulin Blanc commence par donner quelques éléments intéressants aux gendarmes. Il assure connaître la région lorraine sur le bout des doigts, et pousse même le vice jusqu'à préciser qu'il a fait beaucoup de vélo dans les environs de Servigny-les-Saintes-Barbes. À la suite de quoi, il se déclare totalement étranger à ce qui est arrivé à Laurence. Son stratagème fonctionne. Les enquêteurs de Metz pensent qu'il a juste vu les informations, qu'il veut faire l'intéressant, sans pour autant être le coupable qu'ils recherchent. Mais Jean-François insiste, c'est la façon de fonctionner du tueur. Et il faut creuser davantage. Lors de la seconde audition, Francis Holm accepte de donner un peu plus de grain à moudre à ses auditeurs. Il admet avoir rencontré un homme lors de la foire de mai à Metz, le 7 mai 1991, qui lui aurait proposé d'aller
se payer une fille. Cette fille en question, c'est Laurence. À l'aide d'un croquis extrêmement détaillé, il accepte même de montrer aux enquêteurs où il a vu l'adolescente la première fois avec sa mobilette, vers la buvette. En parlant de ce fameux complice, il précise « Je suis sûr qu'il avait un lien familial avec Laurence. » Et pour cause, cet homme est le cousin de la jeune fille. Dès qu'elle enfourche sa mobilette pour reprendre la route en direction de chez elle, le fameux cousin fait signe à Holm. Il a l'intention de la suivre. Les deux hommes suivent donc Laurence sur une quinzaine de kilomètres de nuit, avant de se décider à la renverser avec leur voiture. Dans la boîte à gants du véhicule, Holm déniche une lampe torche et un couteau à cran d'arrêt. Son complice et lui se dirigent alors vers Laurence, allongée sur le dos, en état de choc. Selon le tueur en série, c'est là que son comparse agresse sexuellement sa cousine. En proie à l'une de ces crises, il sort alors son opinel, qui n'est finalement plus un cran d'arrêt, et frappe l'adolescente à 13 reprises. Très vite après cette déclaration, les enquêteurs identifient l'autre auteur supposé de cette attaque immonde, un certain Michel, cousin de Laurence. Arrêté, ce dernier avoue l'impensable. Oui, il a bien rencontré Francis Holm lors de cette fameuse fête à Metz. Mais il nuance un peu le récit. Tout d'abord, il a proposé à Laurence de lui éclairer la route avec sa voiture jusqu'à chez elle. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Et puis, c'est Holm qui lui a demandé s'il pouvait l'accompagner. Sur le trajet, le tueur fait remarquer à quel point l'adolescente lui plaît. Et réaction tout à fait normale, le cousin approuve, se disant qu'effectivement, il se la ferait bien aussi. Je lui dis que c'est vrai que je lui ferais bien des choses, à savoir lui faire l'amour, déclare-t-il devant les gendarmes, dépité. Selon lui, c'est Francis Holm qui prend l'initiative de la percuter avec la voiture. Il encourage ensuite très fortement son complice à abuser de la pauvre Laurence, assistant à toute la scène, avant de la poignarder à mort. Si l'on en croit cette déclaration, la réalité est tout de même très différente de celle rapportée par Holm. Car dans cette version, c'est lui qui est aux commandes, et qui saute sur chaque opportunité lorsqu'il en voit une, utilisant un complice dès qu'il en a l'occasion. C'est tout simplement un prédateur. Le 29 septembre 1995, il écope de la perpétuité pour meurtre et complicité de viol. Le cousin de Laurence, reconnu coupable d'agression sexuelle et de complicité de meurtre, devra purger quant à lui 18 ans de prison. Celui que l'on commence à surnommer le routard du crime, en raison du fait qu'il tue au gré de ses errances, ne cesse plus de faire parler de lui. C'est bien simple. Jean-François Abgral est submergé de demandes de renseignements qui arrivent de toute la France. Une cellule spéciale a même été créée pour coordonner les actions des services de gendarmerie à l'échelle nationale et maintenir le lien entre les enquêteurs. Et cette fois-ci, autant dire qu'on y met les moyens. Mais la tâche est immense. Afin d'effectuer des rapprochements entre Francis Holm et des meurtres irrésolus dont le mode opératoire pourrait correspondre, Jean-François et ses collègues lancent une recherche informatique qui cible des crimes sur une période de 10 ans, entre 1981 et 1991. Résultat, 1125. Le chiffre est vertigineux. 1125 affaires sont susceptibles d'être liées à Francis Holm. La recherche a carrément failli bloquer tout le service. Après avoir passé de longues nuits blanches à affiner leur sélection, les gendarmes parviennent à rayer 1031 crimes de leur liste et n'en retiennent que 94. Ils vont devoir opérer un nouveau tri, réaliser un classement par priorité et contacter les enquêteurs en charge des différentes enquêtes. Mais finalement, grâce à ce travail fourni, Francis Holm sera officiellement reconnu coupable de 11 meurtres. Je vais pas tous vous les détailler dans cette vidéo, sinon il vous resterait plus beaucoup d'heures de sommeil au compteur. Mais voici en quelques mots le résumé du parcours mortel suivi par Holm. Le premier homicide a lieu en 1984 en Meurthe-et-Moselle. Peu après la mort de sa mère, c'est celui de Lionel Gineste. Viennent ensuite les deux enfants de Montigny-lès-Metz, âgés de 8 ans, Cyril Bénin et Alexandre Beckrich. 3 mois seulement après ce double meurtre, Francis Holm croise la route d'Annick Maurice, 26 ans. La jeune femme était employée dans un supermarché de Metz. Elle se rendait justement au travail lorsqu'elle a disparu, le 30 décembre 1986. Son corps a été retrouvé en état de décomposition avancée 4 mois plus tard, abandonné dans un fourré. L'enquête a stagné pendant 10 ans, jusqu'à ce que l'on découvre que Francis Holm était dans la région au moment des faits. Réouverte à la lumière de cette information, elle a ensuite permis de prouver que le routard du crime, aidé d'un complice, était bien coupable de ce 4e crime. Il a été condamné à 30 ans de prison. En 1988, il assassine Georgette Manès et Guylaine Ponsard à Charleville-Mézières.
La première, âgée de 86 ans, a été poignardée à 51 reprises dans sa cuisine. À quelques mètres d'elle, dans le couloir, se trouve sa voisine, elle aussi mise à mort avec une brutalité inouïe. Fidèle à lui-même, Francis Holm admet avoir suivi Georgette pour la cambrioler alors qu'elle rentrait du marché. Il lui ôte la vie, à elle ainsi qu'à Guylaine, la voisine qui le surprend en pleine tuerie. Mais bien sûr, après ses aveux, il finit par se rétracter. En 2004, la cour d'assises de Reims le condamne tout de même à une peine de 30 ans de prison, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Mais cette condamnation couvre aussi le meurtre de Sylvie Rossi, commis dans la même région le 18 juillet 1989. 2 mois plus tôt, Francis Holm attaquait Aline, l'aide-soignante de la plage du Moulin Blanc. Sylvie, une jolie trentenaire, a eu le malheur de prendre Francis Holm en stop alors qu'il errait sur la route comme à son habitude. Une dispute éclate car elle refuse de le conduire jusqu'à Metz. Holm, dans une rage folle, commence à la rouer de coups. Sylvie s'échappe de son véhicule et se met à courir aussi vite qu'elle peut. Mais son agresseur la rattrape et la tue à coups de pied. L'un d'eux, fatal, lui éclate le foie. Cette même année, il s'en prend à Joris Viville, un enfant de 9 ans, d'origine flamande, qu'il enlève sur un camping de Port-Grimaud, dans le Var. Le petit garçon est retrouvé entièrement nu 17 jours plus tard, étranglé et frappé à 83 reprises avec un tournevis. Il est une nouvelle fois condamné à la perpétuité pour ce véritable massacre. En 1991, c'est Laurence Guillaume, l'adolescente de 14 ans abusée par son cousin, qui perd la vie sous les coups de couteau du tueur en série. Sa sinistre carrière s'arrête enfin, après un 11e et dernier meurtre. Il le commet le 5 janvier 1992 à Boulogne-sur-Mer. La victime, Jean-Rémy, était un soixantenaire dépressif qui n'arrivait pas à surmonter la perte de sa femme. Comme un dernier hommage, il décide de retourner au Touquet, où il a vécu ses plus belles vacances en compagnie de son épouse. Mais il s'endort dans le train, rate son arrêt, et se retrouve seul et triste, marchant le long de la mer à Boulogne-sur-Mer. C'est là qu'il rencontre Francis Holm. Les deux hommes marchent un peu ensemble. Jean-Rémy, plutôt content de trouver une oreille attentive, lui confie son mal-être, sa tristesse et ses regrets. Et au bout de la plage, à l'abri des regards, Francis Holm le tue. Malheureusement, d'autres affaires comme celle d'Avignon ou encore celle du meurtre de Laurent Bureau, un militaire de 19 ans torturé et assassiné dans un gymnase de Périgueux, se soldent par un acquittement, bien que Francis Holm ait formulé des aveux. Lors de l'une de ses dernières visites à la maison d'arrêt de Brest, Jean-François Abgral s'interroge. Il sait que le détenu qui se tient en face de lui a tué bien plus de fois qu'il ne veut l'admettre. En témoignent ces quelques phrases qu'il a pu échanger avec le tueur, un jour où celui-ci était moins vigilant que d'ordinaire. Le gendarme demande à Francis Holm si, dans tous les pépins qu'il a eus, c'est-à-dire les meurtres qu'il a commis, il y a eu plus d'hommes ou de femmes. Spontanément, celui-ci répond « des hommes ». Lorsque Jean-François fait remarquer qu'en dehors des enfants, il n'y a qu'un seul homme dans la liste des victimes officielles, le tueur en série se mure à tout jamais dans le silence. La question fait froid dans le dos, mais elle mérite d'être posée. De combien de meurtres Francis Holm s'est-il vraiment rendu coupable au cours de son parcours meurtrier ? À ce jour, on le soupçonne encore fortement d'être impliqué dans une trentaine d'autres affaires. Mais le mystère Holm, indéchiffrable pour beaucoup, ne fait malheureusement que s'épaissir à mesure que le temps passe. Le routard du crime ne pourra en tout cas plus jamais semer la mort sur les routes de France. Il est en effet détenu à la prison d'Ensisheim, où il finira ses jours. Quant à Jean-François Abgral, il s'est retiré de la gendarmerie à la fin des années 90. Depuis, il a fondé sa propre agence d'enquête privée, Synapsis. Devenu une référence en criminologie depuis l'arrestation de Francis Holm, on fait encore souvent appel à lui lorsqu'il s'agit d'enquêter dans des affaires criminelles complexes, comme celle des disparus de Lyon, où il a joué un rôle clé. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Voici pour cette terrible affaire française avec l'un des plus tristement emblématiques tueurs en série du pays. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez route en commentaire. Merci d'être toujours présent sur les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est pas fait. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.